Euh, tu joues un instrument de musique? Oui, D'accord. je joue de plusieurs instruments. Je Ah ouais? joue de la guitare, de la basse, je fais un peu de synthé. D'accord. Et quoi comme genre musical? Plutôt métal. D'accord, ok. Après, ça m'étonne pas, Ouais. vu que là, on parle de data, on parle de software engineering en général. Mais dis-moi, est-ce que tous les software engineering, ingénieurs sont obligés d'aimer le métal? C'est pas obligatoire, mais c'est un plus. C'est plus pourquoi? Non, c'est juste pour la blague. C'est Ouais. le fait de construire des applications, de les mettre en place. On retrouve des structures, des créations de structures qui se retrouvent peut-être plus dans la musique métal, dans le fait d'avoir des choses un peu plus complexes que dans la musique pop, par exemple, ou des choses comme ça. Et je pense qu'il y a un lien qui se fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les deux. Mais D'accord. sinon, il n'y a pas besoin d'être. Si tu pouvais automatiser une partie de ton travail de data engineer, laquelle tu automatiserais? Toutes. Après, tu irais faire de la musique. Ouais, exactement. Mon métier me lasse, oui. Après plus de 5 ans en poste dans le marketing, j'ai eu besoin d'un nouveau challenge. J'ai entendu parler de la data et de l'analyse des données. Ces compétences, en 2025, sont devenues indispensables pour les entreprises du monde entier. Je suis tombée par hasard sur le bootcamp Data Analyse de Datacori. La formation était en ligne et pratique avec des mentors et des formateurs bienveillants. J'ai pu apprendre à transformer les données en informations stratégiques pour la prise de décision. Et devinez quoi? Je viens de changer d'emploi. Je reste dans le marketing, mais les compétences data m'ont permis d'aspirer à plus et d'être incontournable dans mes prises de décision. Que vous soyez en poste dans le marketing, la logistique ou dans des fonctions commerciales ou autres, cliquez sur le lien pour réserver votre rendez-vous gratuit et découvrez comment la formation peut booster votre carrière. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Nous y recevons des tech leads data, nous y recevons des tech leads en général, des profils CTO, CEO parfois, technical CEO. Nous recevons des profils scientifiques en gros pour nous parler de leur métier, nous parler de leur quotidien et nous faire un retour d'expérience aussi, nous partager leurs grosses expériences afin de nous guider pour les plus jeunes. Donc, si c'est la première fois que vous me suivez, je suis Bérangère Guédou, je suis fondateur et CEO de Datacori, une boîte spécialisée en data IA et cybersécurité. Donc, avant de commencer cet épisode, je vais vous demander deux petites choses. La première chose, appuyez sur la cloche pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Et la deuxième chose, n'oubliez pas de liker cette vidéo, aussi de la repartager dans votre réseau afin de nous aider à faire grandir la chaîne. Donc, sans plus tarder aujourd'hui, nous recevons Erwan. Erwan, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes pour nos invités qui ne te connaissent pas forcément? Oui, bonjour. Je suis donc Erwan Kofi, je suis lead data engineer chez Dental Monitoring et je fais de l'engineering depuis un petit bout de temps maintenant, j'ai une dizaine d'années. Et j'ai travaillé sur divers projets, que ce soit des projets en temps réel, des projets dans l'industrie, dans les banques, la finance, donc en plusieurs domaines différents. D'accord, super. Et donc, tu fais de la data engineering. Oui. Je sais pas, en un terme, un peu, simplement, ça veut dire quoi la data engineering si tu dois l'expliquer, surtout ce que tu fais chez Dental Monitoring, si tu dois l'expliquer à un enfant de 10 ans, qu'est-ce que tu dirais? Derrière le data engineering, pour moi en tout cas, ça consiste à faire... si on imagine qu'une entreprise, c'est une grande maison, cette maison, on veut des fois avoir de l'eau dans plusieurs pièces. On ne sait pas comment l'amener d'une pièce à l'autre. Et le rôle du data engineer, c'est de mettre les tuyaux aux bons endroits pour que quand on ouvre l'eau d'un côté, elle s'évacue ensuite de l'autre. Et je fais pareil, mais avec des informations. Donc quand on ouvre le robinet d'informations d'un côté, ça s'évacue et ça va à un autre endroit. J'avoue que ton exemple, il est super sympa. Je n'avais jamais entendu cet exemple, mais il est intéressant dans le sens où, du coup, si on veut avoir de l'eau chaude dans une pièce et de l'eau froide aussi, ou si on veut avoir l'un ou l'autre, c'est au data engineer de fournir la bonne température d'eau au niveau où il le faut, quoi. Oui. Super sympa comme exemple. Et du coup, avant de devenir
on va dire, lead data engineer. Qu'est-ce que tu as fait avant? Déjà, c'est quoi ton background? Au départ, j'ai un master mathématiques et informatique que j'ai fait à l'Université du Havre. Suite à ça, j'ai un peu exploré le domaine du service dans la banque et les assurances, pour des banques et des assurances. Après ça, c'était essentiellement basé sur Paris. Après ça, je me suis déplacé. Je suis allé en province où j'ai rejoint une autre société de services qui commençait à travailler sur des petits outils à droite à gauche de big data qui commençaient d'arriver, donc des grands classiques de ce qu'il y avait à cette époque-là, où j'en ai entendu parler, j'ai regardé, j'avais mes oreilles qui traînaient. Et après ça, j'ai rejoint une autre entreprise pour faire de la qualité. Donc je faisais des tests, des cahiers, j'écrivais des cahiers de texte. Genre QA? Ouais, QA, exactement. Et dans cette entreprise, on m'a donné l'opportunité à un moment de travailler justement avec les outils Big Data. Je me suis dit, allez, j'y vais. Et suite à ça, j'ai pas arrêté de faire de la data. Dans plusieurs entreprises, j'ai fait d'abord un peu de service. Donc après cette entreprise qui m'avait donné l'opportunité, qui était dans la publicité, qui m'a donné l'opportunité de toucher un peu au Big Data, je suis allé dans le service centré autour de la data, autour d'une plateforme data. Et ensuite, je suis retourné dans la publicité parce que c'est un domaine que j'aime bien d'un point de vue technique, où il y a beaucoup de choses très, très techniques qui ont lieu et qui sont vraiment intéressantes pour apprendre. Et après, j'ai rejoint du coup Dental Monitoring parce que je voulais me recentrer sur un projet qui n'avait pas la même maturité et aussi rejoindre un autre type de data engineering qui est plus associé au data analyst que du data engineering pur. Ok, bah, y a beaucoup de choses intéressantes. Est-ce que tu as eu ton passage, j'ai vu que tu as eu le passage QA. Oui. Est-ce que tu as eu un passage software engineer avant ou c'était toujours data engineer ou QA? Non, j'ai été software engineer au tout départ, au début. C'est comme ça que j'ai commencé et que j'ai développé des applications web. À l'époque, ça utilisait beaucoup de JBoss et autres joyeusetés. Et c'est après coup que j'ai bougé, j'ai touché à beaucoup de langages à chaque fois. J'ai vu beaucoup de technologies différentes aussi déjà avant de commencer à faire du data engineering. Donc, c'est quelque chose où c'était une suite, entre guillemets, un peu logique d'aller vers ça. D'accord. Et juste pour être curieux, bah, ton diplôme de master, c'est un diplôme de mathématiques? Mathématiques et informatique. D'accord, c'est écrit mathématiques informatique oui. ou mathématiques Non, mathématiques informatique. Et c'est une spécialisation informatique. Il y a pour ce master-là, il y avait 3 branches différentes. Une qui est plus orientée informatique, qui est orientée pour le domaine professionnel. Une mathématique orientée pour le domaine professionnel et un mathématique informatique qui est normalement orienté pour la recherche. Donc j'ai un master mathématiques informatique, branche informatique. D'accord, ok, super. Donc ça veut dire que tu avais déjà quand même un bon niveau d'informatique avant de venir. Ok. Et du coup, est-ce que tu te dirais que ton background, le fait que tu aies un bon background, on va dire, d'informaticien, est-ce que ça t'aide mieux dans ton quotidien de data engineer que, par exemple, ça ne t'aurait aidé si tu avais un background plus mathématicien ou statisticien? C'est-à-dire, si je reprécise ma question, c'est quoi, en fait, le meilleur data engineer entre un profil statisticien, mathématicien et un profil informaticien? Eh ben, je dirais ça dépend. C'est la grande réponse de beaucoup de choses dans le data engineering, c'est que ça dépend de ce dont on a besoin et dans quel environnement on travaille. Je pense que c'est très important d'être très solide d'un point de vue informatique parce qu'on nous demande de nous interfacer avec beaucoup d'applications, beaucoup de technologies différentes. Donc, c'est bien d'être à l'aise avec tous ces outils. Mais d'un autre côté, on a aussi des contraintes, des fois de volume ou de temps de traitement, où là, ça va demander d'avoir quand même quelques notions mathématiques pour essayer d'optimiser des pipelines et du coup d'avoir des algorithmes, écrire ou appliquer des algorithmes à certaines situations. Donc, c'est bien d'avoir les deux, quand même beaucoup plus avoir un background informatique pour la majorité des cas d'utilisation, mais il y a des cas où avoir un peu de mathématiques, ça peut être utile. D'accord. Ok. Donc,
Dans toute ta carrière jusqu'à date là, qu'est-ce que tu estimes avoir été ton Eureka moment? C'est genre vraiment le moment, on va dire, le plus... est-ce on dit épanouissant? Le moment où tu t'es dit là, je sais pas, j'apporte de la valeur, ou là, c'est vraiment très intéressant ce que j'ai fait, mon impact, tu vois, genre... Là-dessus, je dirais, vraiment, c'était la première fois où on m'a mis sur des outils à disposition, enfin, on m'a mis à disposition des outils Big Data, et j'ai pu commencer à travailler dessus, où ça va devenir un peu technique, mais il y avait quelques technologies qui étaient sur du Hadoop classique, une base de données HBase et un moteur Spark par-dessus avec du Kafka qui traînait. Et derrière, on m'a dit, voilà ce qu'on a à disposition. Il faut essayer de rationaliser tout ça pour être le plus efficace possible et que ça réponde en des temps acceptables pour de la publicité, parce que, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de contraintes temporelles sur les temps de réponse pour pouvoir gagner des enchères. Et là-dessus, j'ai été lancé sans forcément avoir beaucoup d'accompagnement, et je me suis beaucoup renseigné sur les technologies, sur les outils. Et quand j'ai remplacé tout ça par des technologies un peu plus modernes pour l'époque, et que une fois tout branché, tout s'est mis à fonctionner, et que l'outil était stable, robuste, demandait pas beaucoup de maintenance de la part des gens et de l'entreprise. Je me suis dit, là, ça sert à quelque chose. Là, je suis en train de construire quelque chose qui est intéressant et qui est aussi marrant. Moi, je me suis beaucoup amusé à le faire. D'accord. Ok, ça veut dire que, si je comprends bien, il y avait un ancien système qui tournait dans Hadoop, c'est ça? Ouais. Que tu as remplacé par un nouveau système, c'est ça? Ouais. Et c'était quoi les technos de rechange? De rechange. Derrière, on a gardé toujours Kafka, parce que c'est un peu un indétrônable maintenant. Oui. Et c'était déjà un indétrônable avant. Il y avait du Kafka. Pour la base de données, c'était du Cassandra. Et derrière, pour attaquer les données, les servir et également faire la transformation, on utilisait du Spark. D'accord, ok. Ça veut dire que c'est le... Ok, d'accord. Donc, tu es sorti en griffe du pur écosystème Hadoop. Tu as juste emprunté le Spark. Ouais. Ok, tu as remplacé le HBase du coup par le Cassandra, c'est ça? Oui. Ok, pas intéressant. Donc, tu fais partie en fait des premiers à avoir abandonné l'écosystème Hadoop. Oui, malgré que j'y sois retourné après, D'accord. on est revenu dedans, et au final, c'est un écosystème qui est voué à être présent. Je pense que les nouveaux projets ne se feront pas sur Hadoop, mais ceux qui ont déjà existants, c'est un outil qui fonctionne. Je vois peu de gens se dire « Ah, il faut impérativement qu'on le change ». Si ça vient surtout des fois des notions, plus des envies d'aller sur le cloud ou de partir sur d'autres outils. Mais s'il y a un Hadoop qui fonctionne, ça reste quelque chose qui va petit à petit rester dans le temps et finir un peu comme les vieux legacy qu'on a pu voir. Comme COBOL, par exemple. Ouais, j'en ai pas parlé, mais justement, au début de ma carrière, j'ai fait du COBOL. Donc j'avais déjà quand même ce côté un peu avec le grand système, gros volume de données, gestion de fichiers et traitement par batch, tout ça. C'était déjà je l'avais vu très tôt, et c'était quelque chose qui m'avait intéressé. Bon, la technologie n'est pas très sexy, mais je comprends dans mon parcours. Je me suis dit, ah oui, j'ai vu ça m'a intéressé, c'est normal que j'y sois un peu retourné par un autre biais. Ok, super. Et tu as travaillé justement avec des technologies comme Kafka, comme Spark, comme Flink, par exemple. Quelle est en fait celle que tu as trouvée la plus, je vais dire, frustrante, mais au final, qui était gratifiant à maîtriser? Derrière, sans hésitation, c'est Flink. Vraiment, c'est l'outil. Si on a besoin de faire du traitement, en temps réel, c'est vraiment un outil qui fait ce qu'il dit, qui a certaines, surtout si on l'utilise en Scala, qui a certaines choses qui ne sont pas dans la logique Scala, mais qui fonctionnent vraiment très bien, qui est ultra performant,
Une fois que ça tourne, ça tourne. Il n'y a plus, il y a pas d'inquiétude. C'est très mature, très mature pour ce qu'il fait. Après, ça fait longtemps que je l'ai pas, quelques années que je l'ai pas utilisé, donc je ne sais pas comment les fonctionnalités ont évolué. Je sais qu'ils avaient la volonté de rajouter la possibilité de requêter les choses à chaud, un peu comme ce qu'avait fait Spark en son temps. Mais je ne sais pas si ça a été beaucoup mis en place ou si c'est resté justement sur son cœur de métier, qui était de faire juste du traitement en temps réel sur des gros volumes de données. Mais c'est vraiment très impressionnant quand ça marche vraiment très bien, quoi. D'accord. Ben, du coup, la frustration venait d'où? Venait de la prise en main. Comme j'ai dit, il y a ce côté un peu... Comme j'ai fait beaucoup de Spark au départ, je suis passé très tôt au Scala, j'ai adopté très tôt le Scala parmi mes langages principaux. Du coup, on avait développé ça en Scala. Et il y avait des choses qui cassaient un peu les paradigmes de base de la programmation fonctionnelle, à savoir qu'il n'y avait pas forcément de l'immutabilité, il y avait certaines librairies qui ne fonctionnaient pas correctement, les ouvertures, fermetures de bases de données qui n'étaient pas forcément correctement gérées. Et donc, du coup, c'est tous ces petits points-là où il y a eu beaucoup de frustration de se dire, dans la documentation, c'est simple, il suffit de le prendre en main et pouf, ça marche. Et là, d'arriver dessus, de le voir dans des conditions réelles et de se rendre compte que c'est pas si simple. Ou alors, c'est pas si simple dans le cas aussi dans lequel on avait des gros volumes de données. C'est pas quelque chose qui est courant dans les utilisations de ces outils. D'accord. Super. Et... Ok, mais du coup, aujourd'hui, toi, tu as adopté Scala comme un langage, un de tes principaux. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, pour être data engineer, on a besoin encore d'apprendre Scala? Non. C'est plus du tout nécessaire, à mon grand désespoir. Ah oui? J'adore ce langage, je le trouve vraiment, il est très très bien justement pour faire du data engineering parce qu'il y a beaucoup de typages forts. Le fait que ce soit un langage fonctionnel, il y a toute la logique MapReduce qui est présente, donc c'est le langage idéal pour traiter de la donnée. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup de paradigmes bougent un peu. On va avoir, comme par exemple avant on avait des ETL, donc extract, transform, load. On est passé maintenant aux ELT, il y a beaucoup plus d'ELT qui sont présents. La puissance de calcul est dans le cloud, donc on en a besoin à la demande, donc on n'a pas forcément autant besoin d'optimiser tout un tas de choses autour. Donc tous ces petits éléments mis bout à bout font qu'on a forcément moins besoin d'avoir ce langage de manière centrale. Par contre, je pense qu'il faut toujours avoir une petite notion de langage JVM parce que on va tomber sur des vieux projets Hadoop en Java, on va tomber sur des projets même plus récents en Java ou potentiellement en Kotlin ou des choses comme ça. Donc, avoir cette connaissance, pour moi, elle est indispensable. Le Scala est est devenu beaucoup moins central pour, on va dire, pour 80% du data des choses à faire dans le data engineering. D'accord, ok. Et si, vu ton amour pour les pipelines, par exemple, pour la data engineering, si aujourd'hui on te disait, tu peux réaliser des pipelines pour un projet fou, tu vois, un projet qui t'amuse, ou pour n'importe quelle entreprise, pour quelle entreprise et projet tu voudrais réaliser ces pipelines? Là-dessus, je pense que une entreprise, je pense, qui m'intéresserait, mais c'est parce que la musique est une de mes passions, je dirais Spotify. Derrière, je sais qu'ils font partie des plus gros aussi en termes de volume de données. On n'est pas sur le niveau de Netflix, mais on s'en rapproche quand même pas mal. Et c'est un domaine de la musique qui m'intéresse, donc je sais que ce serait une entreprise où réellement dans laquelle j'aimerais pouvoir faire un pipeline fou dedans, voir comment ça fonctionne, surtout que je sais qu'ils ont des organisations qui sont très très différentes de beaucoup d'autres entreprises, donc voir comment ça marche et comment ils ont réussi à construire tout ça et à faire fonctionner leur pipeline avec un aussi gros volume de données, ça m'intéresse vraiment beaucoup. D'accord. Et tu joues un instrument de musique? Oui, je joue de plusieurs instruments. Je joue de la guitare, de la basse, je fais un peu de synthé. D'accord. Et quoi comme genre musical? Plutôt métal.
D'accord, ok. Après, ça ne m'étonne pas, Ouais. vu que là, on parle de data, on parle de software engineering en général. Mais dis-moi, est-ce que tous les software ingénieurs sont obligés d'aimer le métal? C'est pas obligatoire, mais c'est un plus. C'est plus pourquoi? Non, c'est juste pour la blague. Ouais, Il y a vraiment aucun problème. Il y a plein de gens qui écoutent plein de musiques différentes. Il y a beaucoup de gens qui font ça, se retrouvent souvent dans ce style-là. Je pense qu'il y a une certaine logique. Oups, un petit coup dans le micro. Une certaine logique qui vient avec, c'est que le fait de construire des applications, de les mettre en place, on retrouve des structures, des créations de structures qui se retrouvent peut-être plus dans la musique métal, dans le fait d'avoir des choses un peu plus complexes que dans la musique pop, par exemple, ou des choses comme ça. Et je pense qu'il y a un lien qui se fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les deux. Mais d'accord. sinon, il n'y a pas besoin d'être... D'accord. Et du coup, dans ta passion pour la musique, tu es dans un groupe Oui, je joue de la musique dans un groupe. D'accord. Et est-ce que en tant que data engineer, tu arrives à combiner facilement ta passion justement pour la musique et bah, justement ce que tu fais Ouais. dans ton groupe et ton métier de data engineer? Alors, dans mes groupes, derrière, c'est vraiment... Je fais de la musique avec eux, c'est avec des gens, et c'est le fait d'échanger avec des gens qui m'intéresse beaucoup. Mais par contre, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des petits projets à droite, à gauche, qui des fois se retrouvent un peu liés, où j'utilise mes compétences de data engineering. Par exemple, j'avais essayé à une époque sur Twitch de laisser la possibilité aux gens dans un chat de contrôler un synthé et du coup de donner des noms de notes et d'accords, et ça les lançait sur le synthé. Ils pouvaient... Du coup, c'était le Twitch qui pouvait faire fonctionner ça. Et je me suis servi, entre autres, de Kafka, par exemple, comme tampon entre les messages qui étaient remontés par le chat Twitch et l'interface que j'avais fait pour aller vers le synthé. Il y a plein de petits trucs comme ça que je me permets de faire parce que j'aime bien ces deux pans. Et je trouve ça assez intéressant, justement, de se dire, ah bah tiens, d'un point de vue, il y a cette technologie qui est utilisée pour faire des choses qui permettent de déplacer de la donnée. Oui. Et la musique, ça reste aussi que de la donnée, vu qu'il y a des formes d'ondes. Yes. Tout à fait. Je comprends ton point, mais en fait, ma question, c'était plus dans le sens, est-ce qu'en termes de temps, tu arrives à combiner les deux en termes de temps et d'espace? Si par exemple, tu as des concerts, comment tu fais? Et en termes de temps, est-ce que ton temps de travail te permet en fait de joindre en fait ta passion et la data engineering? Lier les deux, oui. Quand il n'y a pas d'incident, ça va. Ça arrive à passer. Sachant que le temps que je consacre à mes groupes est généralement très on est très efficace. On arrive, on joue, on compose, on est très efficace. Et après, une fois qu'on est sorti, j'ai plus ça va pas me prendre du temps en plus sur mon temps de travail. Et inversement aussi, sur le temps de travail, j'essaie d'optimiser le plus possible pour que y ait le moins d'incidents, que ça déborde pas dans la mesure du possible. Après, on sait très bien qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un problème qui survienne. Yes, ok, très clair. Ça veut dire qu'en gros, on peut être un data engineer et avoir une autre passion, quoi. Genre, c'est pas un métier qui te prend 300% de ton temps et que... Je pense que c'est aussi... Il y a une partie de l'expérience qui joue pour savoir ce qu'on fait. Il y a... ça vient aussi du monde du software engineering où des fois on sait que par exemple on va éviter de faire des grosses modifications le week-end, on va avoir le déploiement le vendredi. Voilà, c'est des choses qu'on va essayer d'éviter de faire. Il y a beaucoup de phases de tests aussi dans ça. Je sais pas si dans le data engineering vu qu'on peut pas forcément, ça c'est un point qui est intéressant, c'est qu'on peut pas forcément tester tous nos programmes. On peut s'assurer qu'ils fonctionnent, mais on pourra difficilement s'assurer qu'ils fonctionnent sur le volume de données, par exemple, sans avoir besoin de dupliquer le volume de données à côté. Et c'est impossible d'un point de vue financier, c'est impossible à suivre. Donc, on va avoir tendance à beaucoup tester et s'assurer que nos programmes, même s'ils échouent, ils ont des erreurs ou quoi que ce soit, ils soient toujours en mesure de tourner, qu'ils fonctionnent au maximum, ou que si jamais il y a une erreur, elle soit... elle soit juste sur un tout petit bout, que ça n'impacte pas la totalité des traitements. Et je pense que ça, c'est un point qui est très important, c'est que ça permet justement de s'assurer d'avoir
une sérénité quand on va mettre quelque chose en production. On se dit, je change que ce petit bout-là, mais je sais que de toute façon, dans le pire des cas, je vais casser quelque chose qui est très minime. Et du coup, cette sérénité, elle vient avec l'expérience. Oui. Ok, super. Et si tu as cité beaucoup de techno, si tu pouvais repartir en arrière et dire je monte en compétence rapidement sur une techno, quelle aurait été cette techno? Si je reprécise légèrement, c'est quelle est la techno que tu regrettes d'avoir connue trop tard? Savez-vous que trouver un travail devient de plus en plus difficile pour les juniors data ingénieurs et data analystes? Il y a toujours une demande croissante dans ces métiers, mais les entreprises préfèrent des profils beaucoup plus qualifiés que par le passé. Et si cette difficulté devenait pour vous une opportunité? Avec les bootcamps Data Engineer et Data Analyst dispensés par Datacorey, en tant qu'alternante, j'ai pu monter solidement en compétences et avoir la sérénité nécessaire pour décrocher mon premier contrat en CDI. Avec des cours 100% en ligne et des exercices concrets, j'ai pu maîtriser les compétences recherchées dans la data, du traitement des données au développement des pipelines. Alors, prêt à franchir ce pas comme moi? Cliquez pour prendre rendez-vous avec un conseiller et découvrir comment cette formation peut transformer votre carrière. Pour l'instant, aucune. Comme j'ai fait partie, comme j'ai dit, plutôt des early adopters de pas mal de technologies. Hadoop, j'ai appris ça sur le tard, mais ça ne m'a pas manqué parce que j'avais déjà utilisé beaucoup Spark. Et donc, je me suis dit, il y avait plein de choses que j'avais déjà compris. Plus tout l'écosystème Hadoop, tous les autres outils, j'ai trouvé ça intéressant, comment ça fonctionne. Notamment, comment ça s'appelle, Zookeeper. Savoir comment fonctionne Zookeeper, c'était très important. C'est pareil, c'est des choses qui bougent beaucoup. Je dirais, ouais, c'est ça. Apprendre vraiment comment fonctionne Zookeeper au début de ma carrière. Aujourd'hui, je me dis que ça ne me servirait plus à grand-chose. D'accord. Ok, mais du coup, toi, tu es un lead data engineer. J'ai une question un peu polémique. Au bout de combien de temps, déjà, tu estimes que un data engineer devient senior? Et au bout de combien de temps on peut estimer être un lead data engineer? C'est effectivement un peu compliqué, mais moi, je dirais qu'on devient senior au bout de 5 années où on fait du data engineering. Ça peut être moins suivant le type de projet. Par exemple, si on travaille dans la publicité, on va se retrouver forcément dans une position où on va avoir beaucoup plus de data engineering, beaucoup plus technique, beaucoup plus complexe que si, par exemple, on fait du data engineering dans une banque où les besoins ne sont pas du tout les mêmes et n'ont pas les mêmes contraintes. Donc là-dessus, je dirais à peu près 5 ans. Et devenir lead, là-dessus, ça dépend des gens aussi. Je dirais qu'après ces 5 années, si on essaye de suivre qu'est-ce qui se fait comme nouvelle technologie, d'être toujours au courant et d'être toujours dedans, on peut y arriver en 1 ou 2 années de plus après. D'accord, ok. Ok, et donc, tu vois, parfois, on voit des data engineers seniors 3 ans d'expérience. Donc, toi, tu es plutôt contre... Je ne suis pas contre, ça dépend. Il faut voir, comme j'ai dit, c'est au cas par cas et voir les projets sur lesquels les personnes ont travaillé. Ça ne peut pas être quelque chose qui est mis directement. C'est pas dès qu'on a passé la barre des 3 ans ou la barre des 5 ans, ça y est, on est senior. Ça dépend vraiment de ce sur quoi on a travaillé, ce qu'on a vu. Quelqu'un qui est, par exemple, dans une société de services et qui a vu beaucoup de projets différents peut avoir beaucoup plus d'expérience que quelqu'un qui a été que dans une seule entreprise. Et inversement, quelqu'un qui a vu plein de petits projets, qui a vu que des débuts de projets, par exemple, n'aura pas forcément l'expérience suffisante pour gérer des projets beaucoup plus matures. C'est là-dessus où il y a la maturité la maturité des projets qui ont été explorés est très importante aussi pour pouvoir parler d'expérience. Mais c'est comme beaucoup de choses en data engineering, ça dépend beaucoup du contexte dans lequel on est. Yes. Très intéressant. Et comment, tu vois, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, il y a tout un boom, tu vois, toute une grosse vague, tu vois. Ça impacte pas mal de secteurs. Est-ce que toi, tu estimes que dans les années à venir, l'intelligence artificielle aura un gros impact sur la data engineering et en général, comment tu vois cet impact? Je pense qu'il y aura un impact sur la data engineering. Je pense que ça va s'orienter en premier vers la
la nomenclature des données ou le suivi de ces... Enfin, c'est ça, la documentation des données. Ça va arriver très très tôt. Il y a déjà quelques petits concepts qui marchent où on charge un CSV, on lui demande qu'est-ce qu'il y a dans le CSV en langage naturel. Ce genre de choses, c'est vraiment très puissant. Ouais. Par contre, tout ce qui est la partie réellement data engineering pure d'interfacer des systèmes entre eux, ça, pour l'instant, les IA sont pas très fortes dessus. Elles n'ont pas l'air de s'améliorer avec le temps non plus. J'essaye de temps en temps, je demande à générer des trucs. C'est une bonne béquille, de toute façon, pour tout développeur ou pour toute personne. Ça reste un bon élément pour se dire, ah tiens, je veux défricher quelque chose. Plutôt que d'aller chercher sur Google. Avant, on cherchait sur Google, on peut demander 2-3 infos. Éventuellement, demander aussi des bibliographies ou des informations qui nous intéressent. Et là, c'est très, très fort pour ça. Donc, je pense que ça va beaucoup aider... À court terme, ça va beaucoup aider les gens. Et plus tard, je verrai ça plus intégré en couche au-dessus. Donc, tu ne vois pas ce software engineer, enfin, ce data engineer AI-based? Il y aura certainement des outils, ça se construira, mais pas... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a déjà des outils qui existent pour simplifier le data engineering, et ces outils n'ont pas besoin du tout d'intelligence artificielle, et c'est peut-être aussi un manque d'imagination de ma part, mais j'ai du mal à voir ce que l'intelligence artificielle peut rajouter pour simplifier le data engineering. Rajouter des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans les outils qu'on utilise déjà, ça, c'est quelque chose... Il y a des chances que ça arrive. C'est vraiment comme ça que je le vois. D'accord. OK. Donc, toi, tu es serein pour ton job? Je suis plutôt serein, oui. OK. Donc, toi, tu as travaillé pas mal dans la publicité, tu as géré en tout cas, de gros volumes de données. Mais je ne sais pas, comment tu fais pour ne pas perdre la tête dans tout ça? Eh ben, derrière, pour rester un peu... pour rester à peu près clair dans ses idées, dans ce qu'on manipule, au départ, on travaille surtout avec des petits exemples de jeux de données, et sur ces exemples, on va essayer de voir tous les cas limites qu'on peut avoir, et on travaille beaucoup là-dessus pour s'assurer que nos programmes couvrent le maximum qu'on puisse avoir. Il y a toujours des trucs qui passent à côté, mais une fois qu'on a couvert le maximum de choses, on peut passer sur la mise à l'échelle. Et c'est là où, pour faire de la mise à l'échelle, on n'a pas d'autre solution que d'utiliser les volumes de prod et les faire passer, éventuellement les dupliquer s'il y a besoin, mais on est obligé de travailler avec ça. Et sachant que j'ai travaillé beaucoup, je me suis mis très tard sur le cloud, utiliser du cloud en entreprise, donc j'ai beaucoup travaillé avec du on-premise et du bare metal. Et là-dessus, ça a un impact aussi, c'est que ça m'a forcé beaucoup aussi à optimiser beaucoup de choses, y compris pour les gros volumes de données. On tombe sur des questions de prix, de volume ou de limite. On sait qu'on a un certain nombre de machines, on ne peut pas l'augmenter dans tous les cas. Et du coup, ça aussi, ça permet de garder un peu de garder le cap et pas de se laisser emporter par les nombres et de dire c'est pas grave, on met toujours plus de choses. Il y a moyen de se dire ces données ne nous intéressent pas, on n'a pas besoin de les traiter, de mettre des filtres et de réduire un peu ce qu'on va manipuler. Dans le cas de la publicité, par exemple sur le temps réel, on accepte d'avoir un peu d'approximation. C'est pas très grave d'avoir des calculs qui sont pas juste parce que les volumes sont tellement gros que c'est pas très important. Donc on n'a pas c'est pas des contraintes qui sont insurmontables, et derrière on a toujours moyen de rester un peu avec des choses qui restent compréhensibles pour des humains, parce que c'est pareil, quand on parle de milliards de lignes par exemple, on commence déjà à perdre un peu une notion de volume. Yes. Et tu vois qu'on reproche souvent aux data engineers d'avoir de mauvaises pratiques, on va dire, de code ou en général de software engineering. Toi, avec ton recul en tant que lead data engineer, quelle est la pratique quelles sont les mauvaises pratiques de software engineering que tu vois, je sais pas, que les data engineers abordent le plus souvent? Oui, le test en prod avec des gros guillemets, c'est quelque chose où
comme on a des volumes qui sont trop gros pour être répliqués d'une manière générale, on va du coup tester toujours tout en production. C'est quelque chose qui est inimaginable pour n'importe quel software engineer. Et c'est la condition de base pour le data engineer. C'est des choses qu'on peut retrouver aussi dans d'autres métiers. Par exemple, un data analyst peut faire des calculs et créer des dashboards sur des volumes de données plus petits ou des échantillons, mais derrière, il ne pourra pas s'assurer que son calcul est exact tant qu'il n'a pas le calcul exact. Donc on est un peu dans le même, on retrouve un peu cette même logique. Là où, par exemple, en machine learning, on fait des apprentissages sur des plus petits échantillons, donc on peut se permettre d'avoir des environnements de pré-prod, de test, que là, ici, on ne peut pas. C'est pas possible. C'est généralement pas possible. Donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup de travail préparatoire. C'est aussi pour ça que généralement, les data engineers, quand on leur demande quelque chose, ça prend des fois un certain temps avant d'être fait, avant d'être mis en prod. Ouais. Parce qu'il y a un peu cette préparation qui est faite pour s'assurer que quand on va le mettre en prod, ça va tenir. Et Yes. Et donc, de junior à senior, puis lead, au final, c'est quelle leçon on retient de tout ça? De junior à senior, c'est plus une période où on prend en main les outils, on apprend qu'est-ce que c'est, comment ça marche. On apprend plein de concepts qui peuvent être qu'est-ce que c'est des batchs de données, qu'est-ce que c'est du streaming, qu'est-ce que c'est une base de données NoSQL, une base de données relationnelle, comment sont stockées les données dans des fichiers, les formats et tout ça. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps et de se spécialiser dans une ou deux technologies. Le fait de passer ensuite, une fois qu'on est senior, et de passer à lead, c'est d'apprendre à justement... C'est l'expérience qui va parler et d'apprendre un peu à sortir des sentiers battus. Quand je dis sentiers battus, c'est que c'est pas appliquer la doc à la lettre, appliquer les règles à la lettre. C'est savoir justement à quel moment il faut faire quelque chose qui semble complètement fou. Il faut briser la règle. Ouais, c'est ça. On se dit, non, c'est pas logique, et puis pourtant ça marche. Et c'est à ce moment-là où on commence à prendre vraiment de l'expérience et à se dire, OK, là, ça y est, je sais ce que je fais. Et après, pour pouvoir monter au-dessus, c'est pouvoir aussi expliquer pourquoi on fait ça, comment, s'il y a des raisons logiques, pouvoir les expliquer et pouvoir aussi expliquer ça à des gens qui ne sont pas forcément data engineers en face. Yes. Et tu vois, toi, tu travailles par exemple pour Dental Monitoring, oui. Dans, on va dire, un secteur, on va dire quand même médical. Est-ce qu'il y a des contraintes de ce secteur-là qui changent la manière dont tu ferais de la data engineering, dans une autre industrie? Oui. Clairement, il y a des règles qui sont beaucoup plus strictes dans le domaine. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple, on doit absolument savoir... déjà, juste d'un point de vue de données des patients, on a des contraintes un peu plus fortes que la GDPR parce que y a toutes les informations sur les traitements que les patients peuvent suivre. Et tout ça, c'est des informations qui doivent être protégées. On a des contraintes aussi d'un point de vue des différentes régulations suivant les pays dans lesquels on travaille, yes. qui vont imposer de pouvoir expliquer où se trouve la donnée, où est-ce qu'elle a transité, si elle a été transformée, comment elle a été transformée. Yes. Et tout ça, d'avoir de l'historisation, d'avoir de l'anonymisation suivant à qui on affiche les données. Donc c'est beaucoup d'autres éléments qui se rajoutent autour qui restent dans le domaine du data engineering, vu qu'on transforme la donnée, on la prépare pour chacun des services, mais c'est des contraintes qu'on n'a pas forcément dans tous les métiers. Yes. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te le demander. Dental Monitoring, ils font quoi? Dental Monitoring, du coup, c'est une plateforme qui propose de l'intelligence artificielle pour les orthodontistes. Et du coup, ça permet aux orthodontistes de non seulement suivre leurs patients sans les faire venir au cabinet s'il n'y a pas besoin, d'avoir des informations plus tôt aussi grâce à l'intelligence artificielle. Si par exemple, il y a un taquet dans leur bouche du patient qui s'est décollé, le docteur sera mis au courant via des notifications. Le patient fait, j'en ai pas parlé, mais il se scanne chez lui directement avec un embout et son téléphone. Et tout ça est ensuite traité de l'autre côté. D'accord, ok. Parce que je voulais demander du coup si on avait des outils connectés dans la bouche. Non, pas encore. Ok.
Ça veut dire qu'en fait, il y a des... On va dire, c'est pas en temps réel, c'est du batch, quoi. Oui. OK. OK. Très intéressant. Et les outils pour scanner, c'est accessible en termes de prix aux patients ou ça coûte une blinde? C'est le docteur qui... c'est le docteur qui paye le... Du coup, c'est le boîtier. OK. Et derrière, les patients ont juste à avoir un téléphone portable. D'accord. Et donc, vous fournissez le boîtier ou bien... Les docteurs viennent choisissent d'utiliser notre produit. À partir de là, ils peuvent commander des boîtiers D'accord. chez nous et ils les Donc, fournissent c'est à une leurs solution à la fois hardware et software. Ouais. D'accord. OK, je comprends. Et il y a beaucoup de docteurs qui l'utilisent. J'ai pas les derniers nombres, mais non, j'ai pas les nombres. Ouais, là, je te vois éviter le tacle à la gorge. OK, bah écoute, sur tous les projets du coup où tu as travaillé jusqu'à ce niveau-là, est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a donné des sueurs froides et qu'au final, tu en as été le plus fier? En l'occurrence, c'était celui où j'ai dû manipuler le plus gros volume de données. C'était un projet avec un investissement très conséquent. On se rapprochait du million d'euros d'investissement, donc ça commence à être un projet un peu sérieux. Et le but, c'était de pouvoir traiter en temps réel les requêtes qui étaient fournies de publicité de divers de nos clients et savoir lesquels ont reçu de la pub, lesquels en ont pas reçu, aller faire des demandes d'enchères et de vendre aussi notre inventaire. Et là-dessus, on avait vraiment un très très gros volume de données. On passait d'une technologie comment ça s'appelle des traitements par batch qui tournaient la nuit en Europe pour traiter tout ça. Et c'était très compliqué de faire passer ça en temps réel et de s'assurer d'avoir des choses qui sont suffisamment justes pour que ce soit acceptable. On a eu plein de soucis. C'est des technologies qui sont pas forcément... qui marchent quand on fait des tests avec des volumes de données moins conséquents. Et dès qu'on commence à mettre ça à l'échelle, on se rend compte que même en rajoutant plus de RAM, plus de CPU, ça marche plus du tout. Il y avait aussi, on avait utilisé aussi ClickHouse avec. Donc c'était en plus une nouvelle technologie à prendre en main, qui était, au moment où on l'a utilisée, qui n'était pas répandue du tout. Donc on a eu aussi quelques surprises de se dire comment modéliser nos données pour que ce soit efficace et que ça puisse fonctionner. Et tout ça, il y a eu plusieurs fois où on s'est retrouvé face à un mur où il y avait des fois où on avait quelque chose qui marchait pendant 1 heure et puis pouf, ça cassait sans raison apparente. Et se dire, ici, on va mettre plein de patchs, plein de trucs à droite à gauche. Et tout ça, une fois que ça a été fini, ça permettait aux utilisateurs du coup, d'accéder à leur reporting de publicité. Quand ils la mettaient en ligne, ils l'avaient instantanément. Ils pouvaient choisir de construire eux-mêmes leur dashboard, d'avoir des trucs dynamiques. Donc en plus, nous, de notre côté, on devait gérer des modèles de données qui puissent répondre à tous ces cas d'utilisation. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment, ça m'a... OK. Depuis le début, tu as parlé de beaucoup de techno. Si tu étais un outil Big Data, du coup, lequel serais-tu? Moi, je serais Spark. Sans réfléchir, c'est-à-dire que je sais faire plein de choses. Je suis efficace. Je suis quand même plutôt de la vieille école. Mais oui, ça me correspond. Ça me correspondrait vraiment bien. D'accord. Et si tu pouvais automatiser une partie de ton travail de data engineer, laquelle tu automatiserais? Toutes. Après, tu irais faire de la musique. Ouais, exactement. Mais ouais, si je peux, qu'est-ce qui est le plus... En soi, c'est que comme ça, j'ai pas forcément quelque chose qui me vient en tête parce que c'est aussi j'ai beaucoup l'idée de vouloir essayer de donner accès le plus possible au data engineering aux personnes qui n'ont pas forcément ce background. Donc, c'est soit de leur donner des outils qui leur permettent de le faire ou s'interfacer suffisamment simplement avec ces outils. Oui, mais en fait, si on voit, toi, ton utilisation, ton quotidien, quelle partie tu te dis on devrait l'automatiser, en gros? Là, comme ça,
Sinon, après, j'ai plus de métier, quoi. Non, oui, il n'y a pas de tâche que je trouve rébarbative, que je me dise, ça, si je pouvais éviter de le faire, tout m'intéresse. Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus automatiques aussi aujourd'hui que ce que c'était précédemment. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai un peu de mal à trouver quelque chose. C'est que aujourd'hui, on se dit, tiens, je vais me brancher avec un outil divers et varié. Il y a un connecteur qui existe avec justement l'outil qu'on utilise. Il y a plein de documentation, il y a plein de choses qui n'existaient pas forcément avant, qui étaient très rébarbatives, qu'il fallait faire soi-même. Et justement, tout ça a été... tout ce travail de connexion a été automatisé. Donc, pour l'instant, plus grand-chose. Automatisez pas trop d'autres trucs parce que sinon, je ne travaille plus. Ok. Et tu vois, avec ton expérience aujourd'hui, quel outil... Non. Comment est-ce que tu penses qu'on doit s'y prendre? Quelles compétences tu penses qu'on doit développer si on veut devenir data engineer from scratch, par exemple? On va même se mettre dans le pire scénario, c'est si on vient du métier. Genre, on n'a pas de compétences vraiment software engineering accrues. C'est une bonne question. Là-dessus, je dirais qu'il faudrait s'orienter si on a l'opportunité de partir sur des outils qui commencent à émerger, qui permettent de faire du data engineering et de construire des pipelines via des interfaces visuelles. Donc ça permet d'avoir les premiers pas et la première logique de comment on construit un pipeline, comment ça marche. Et ça, ce sera un bon pied à l'étrier. Derrière, après, essayer de multiplier les pipelines, les projets différents. Et au bout d'un moment, il faudra pas y louper, mais il y aura besoin d'apprendre à coder un peu. Je pense qu'aujourd'hui, on peut s'en sortir avec uniquement du Python. Mais il faudra comprendre forcément comment ça marche, comprendre comment... Il y a quand même quelques bases à avoir, comprendre comment se connecter à une base de données, qu'est-ce que c'est un port, qu'est-ce que c'est... Mais c'est des choses qui sont logiques et simples à comprendre, mais c'est important, connaître un peu le réseau, savoir aussi qu'est-ce que c'est une machine, comment fonctionne comment on écrit un fichier sur un disque, qu'est-ce que c'est écrire sur un disque. C'est plein de notions de base qui en fait sont déjà présentes dans n'importe quel ordinateur qu'on remet à l'échelle et qu'on remet à un plus gros volume ou entre plusieurs machines. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est important de savoir comment fonctionne juste le déplacement des données dans un ordinateur déjà de base. Yes. Et du coup, par exemple, chez Dental Monitoring, quel est le plus grand défi en fait, que tu as pu rencontrer dans l'exécution de tes tâches? Le plus gros défi vient du fait de comprendre le métier. Ah ouais? Oui. Dans un truc de médecine oui. Quand tu dis comprendre le métier, c'est vraiment comprendre ce que, je sais pas, les dentistes ou les orthodontistes font? C'est pas en partie. C'est aussi comprendre les informations. Parce qu'on a des données, on a plusieurs applications qui remontent des données. Okay. Et ces données, il faut bien qu'on sache ce qu'elles font de notre côté. Et il y a certaines choses qu'on peut, vu qu'on a des contraintes qu'on peut exposer ou non, on doit pouvoir reconstruire ou non. On construit aussi je travaille aussi avec des équipes qui fournissent des outils pour les docteurs pour qu'ils puissent suivre l'évolution de leur practice. Donc j'ai aussi besoin de comprendre ça. Et là-dessus, c'est un métier qui est pas si évident que ça à comprendre. Et ça me demande, c'est vraiment là-dessus où ça me demande le plus de travail au quotidien, quoi. C'est de m'éduquer sur qu'est-ce qui est... D'accord. Et est-ce que tu as déjà eu un échec professionnel? Je sais que... Ouais. Attention. Je sais que beaucoup de personnes vont dire « Oh oui, j'ai jamais eu un échec ». D'un autre côté, on sait que beaucoup de projets data échouent. Et finalement, ces échecs, qui les font, tu vois? Voilà, enfin, qui les fait? Enfin, c'est qui? Derrière des échecs, j'en ai quelques-uns. Il y en a un qui n'est pas forcément de mon fait, mais j'ai un projet data qui était fonctionnel et très intéressant qui a échoué parce qu'il ne s'est pas vendu. Et ça, c'était quelque chose qui était très frustrant de ma part parce que je me suis dit, bon, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, mais derrière,
ben, on ne peut pas le vendre. Enfin, il n'a pas réussi à être vendu, il n'a pas trouvé ses acheteurs. Donc, du coup, bah, c'est un peu quelque chose qui est resté un peu à pourrir et au bout d'un moment, il a été arrêté. Là-dessus, c'est un peu... Je ne vois pas ça comme un échec personnel, mais je vois ça comme un échec autour d'un projet. Et ça rejoint le fait qu'il y a beaucoup de projets data qui échouent. C'est que c'est déjà compliqué de réussir à le construire, mais c'est encore plus compliqué de réussir à trouver son utilité ou à trouver les utilisateurs finaux. Et quand on parle des échecs de projets data, c'est rarement un échec technique. C'est beaucoup plus un échec métier. Enfin, c'est plus un échec métier où ça retrouve pas. Oui, à part business. Ouais, voilà, il n'y a pas de business ou le business n'avait pas besoin de cet outil parce qu'ils avaient un autre outil. Ou il y a 1000 raisons qui peuvent mener au fait qu'un projet data. Mais comment on fait du coup, je sais pas, pour remonter d'un échec ou pour éviter un échec, on va dire. Après, derrière des échecs techniques, il y en a eu, mais ça a été des échecs temporaires. Ça n'a jamais été... Le projet s'est terminé à cause de quelque chose qui était impossible à faire. Derrière, quand on est en face d'un échec, il y a plusieurs solutions. C'est soit s'entêter jusqu'à ce que ça marche. Bien échoué, ou soit bien échoué. Ouais, ça peut ne pas marcher, ça peut... Voilà, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec l'expérience, c'est que c'est pas ça peut être une bonne solution pour résoudre certains problèmes, mais pas tous. Sinon, l'autre solution, c'est de justement souffler et de ne pas hésiter à faire des choses qui semblent être soit hors des codes, soit pas être la chose la plus clean pour vis-à-vis du code ou des pratiques. Tant que le résultat est là et que ça fonctionne, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'on fait dans nos métiers, c'est pour un résultat. On ne travaille pas avec de la donnée juste pour de la donnée. Il faut qu'au final, ça serve à des utilisateurs. Et tant qu'on arrive à faire quelque chose qui sert aux utilisateurs, c'est ça le plus important. Après, il y a des règles à suivre au niveau de sécurité, etc. Mais le plus important, c'est vraiment ça. Ok, top. Et le jeune Erwan il y a 5 ans, pas que tu es moins jeune, hein. Mais le jeune Erwan il y a 5 ans, software engineer, data engineer, quel conseil tu aurais voulu lui donner aujourd'hui pour la suite de sa carrière? Quel conseil? Justement, celui que je viens de donner, c'est de ne pas forcément foncer tête baissée à essayer de résoudre un problème et de s'obstiner à essayer de faire marcher quelque chose qui ne fonctionne pas et prendre le temps de reculer, prendre un peu de hauteur, se reposer les bonnes questions et voir quel est l'objectif qu'on veut atteindre et se concentrer plus là-dessus que sur faire fonctionner quelque chose de la meilleure méthode, de la meilleure manière qui soit ou de la plus propre, la plus belle, la plus Donc, la plus by the book, quoi. On peut faire du quick and dirty, sera acceptable, quoi. C'est acceptable. Je pense que c'est même toute l'industrie, sur toute l'industrie, c'est un... Alors, moi, ça me pose en tout cas un cas de conscience et une remarque. Ça veut dire que ceux qui font du TDD, DDD, en tout cas toutes ces pratiques un peu, tendance en software engineering, tu veux un peu leur dire que ça ne sert à rien? Non, ça ne sert pas à rien. C'est très important aussi parce que c'est une manière de fonctionner avec le métier qui est différente. C'est vu que quand on a du TDD, on implique directement le métier dans le développement dès le départ. Du DDD, ça. Du DDD, ouais. Ok, ouais. Et du coup, ça, c'est très, très important parce que ça va donner derrière, ça va donner une application qui fonctionne et qui répond exactement à ce que le métier avait voulu, a façonné. Ça a été fait ensemble. Donc, toutes ces techniques, c'est très important parce que ça fonctionne. Oui, mais tu viens de dire qu'il faut faire du quick and dirty. Ce que je dis, c'est qu'il faut faire du quick and dirty pour atteindre un objectif qui est bien précis, qui a été bien défini. Et pour ça, de ce côté-là, je suis tout à fait... il n'y a aucun problème de faire quelque chose quick and dirty. En fait, c'est ça. Ça dépend quel niveau de sale on accepte dans notre code. Ouais. Du sale, du sale. C'est par exemple, si je reprends un exemple de mon entreprise, la protection des données des patients, on peut pas faire quelque chose, on peut pas se le permettre.
c'est impossible. On ne peut pas couper ça. Par contre, se dire notre pipeline, il marche un jour sur deux, mais c'est pour des données que les gens vont voir une fois par semaine, c'est pas très grave. S'il marche un jour sur deux, ça veut dire qu'au moins il marche un jour sur deux. Ça sert à rien de bloquer le projet pendant 3 mois pour un truc qui est vu qu'une semaine. Certes, les utilisateurs ne seront pas forcément contents s'ils vont voir au moment où c'est cassé. Ouais. Mais on a quelque chose qui marche à peu près et qui est acceptable pour les utilisateurs. C'est ça, il y a une notion d'acceptabilité dans ce qu'on peut faire. Donc, c'est pas on jette tout et on dit allez, on y va, on fait que du quick and dirty, mais c'est dans un contexte, il faut savoir accepter des fois... D'accord, mais l'autre côté sur le quick and dirty, c'est qu'au final, après, quand on vient reprendre certains projets, les legacy... d'ailleurs, j'ai vu très peu de projets où les legacy étaient propres et ça ressemble à quelque chose. Et du coup, est-ce que ça n'augmente pas au final le temps pour la reprise, pour la maintenabilité, pour... Du coup, le fait d'avoir vu plein de systèmes différents et plein d'entreprises qui fonctionnent différemment, je peux dire assez sereinement que chaque entreprise fonctionne déjà différemment et que de toute façon, ce qu'on a appris sur les technologies ne pourra pas être calé tel quel dans une autre entreprise de par son fonctionnement, de par l'endroit d'où vient le data engineering aussi. Par exemple, si ça vient plus des software engineers, on n'aura pas du tout les mêmes outils et pas du tout la même conception que si ça vient des équipes analytiques ou des équipes de machine learning. Donc, il y a plein de raisons qui font dire que, en soi, chacun va prendre à un moment des raccourcis. Certains sont plus agréables que d'autres. Enfin, certains types de fonctionnement sont plus agréables que d'autres à reprendre. Je pense que si on vient d'un domaine, c'est plus facile. Si, par exemple, quelqu'un qui vient du software engineering et qui est devenu data engineer tombe sur un autre projet qui a été monté par des gens qui viennent du software engineering, il ne sera pas trop perdu. Par contre, si c'est quelqu'un qui venait du data engineering pour l'analytique qui tombe là-dedans, il y aura une petite période d'adaptation et il y aura des choses à comprendre. Et du coup, de toute manière, tout le monde va utiliser des petites astuces à droite à gauche parce que y a un moment où il faut que ça marche et il faut que ce soit... faut répondre à un besoin. Yes. Et derrière, il ne faut jamais oublier qu'il y a une notion d'acceptabilité. Yes. Et toi, qu'est-ce que j'aurais dû même te poser cette question au début? C'est au final, qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans la data engineering? Pourquoi tu n'es pas parti, par exemple, du côté data science, etc. Et pourquoi tu n'as pas continué en tant que software engineer ou QA, quoi? Derrière, ça a quelque chose d'assez... de vraiment très, très gratifiant de réussir à mettre en place quelque chose qui fonctionne dans le temps, longtemps, qui est capable de prendre des charges éventuellement qui évoluent. C'est aussi un domaine où il y a toujours plein de nouveaux outils avec lesquels s'interfacer, donc ça évolue tout le temps. Je ne vais pas dire que j'ai fait le tour du software engineering, mais une application de gestion ressemble autant à une autre application de gestion. Et si on a plusieurs métiers si on a plusieurs domaines métiers qui nous intéressent, c'est intéressant de bouger. Mais c'est quelque chose qui est très... qui demande du coup beaucoup de... du coup, le data engineering, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et qui bouge beaucoup. Et ça m'a attiré. Ok, oui. Et tu vois, vu que tu travailles sur des KPI cliniques, comment tu vois en fait l'évolution de la technologie, par exemple, dans le domaine de la data, en lien, comment tu vois l'impact sur la médecine les prochaines années? Derrière, dans le domaine de la santé en général. Ouais, le domaine de la santé. Je pense que ça va beaucoup évoluer. Ça va beaucoup être mis en place. Et je pense que c'est une bonne chose pour certains métiers parce que ça permet de libérer éventuellement du temps aux professionnels parce que ils auront la possibilité de éviter de faire venir des patients. Ils pourront aussi gagner du temps éventuellement sur, si on prend, je sais pas, l'imagerie médicale, il y aura des choses qui pourront être détectées plus tôt
que ce que peuvent détecter les docteurs. Mais c'est quelque chose qui, je pense, ne remplacera jamais l'humain. Parce que c'est impossible. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit... Human in the loop, quoi. Ouais, voilà. On peut pas laisser une machine prendre une décision qui, derrière, peut avoir un impact sur, aussi grave sur une vie, quoi. Dernière question pour finir notre entretien, c'est comment toi tu gères en fait la collaboration entre les équipes techniques et les équipes non techniques, parce que enfin tu vois du coup entre tes équipes et les équipes techniques, parce que tu as parlé tout à l'heure de DDD, permet d'inclure le métier, tu vois. Comment tu gères cette collaboration là? Est-ce que on a besoin d'un insight métier, on les appelle, ou bien c'est plutôt des récurrences en termes de réunions? Et comment tu fais pour t'assurer que l'équipe technique est toujours au fait, en fait de la pensée métier? Là-dessus, c'est quelque chose qui est très, très central dans notre entreprise. Donc, tout le monde est formé au métier, au domaine clinique. Donc, c'est quelque chose qu'on a tout le temps. Et après, on a des docteurs à disposition si on a des questions vraiment très, très pointues. On est tout le temps en train d'échanger, de se poser des questions, que ce soit avec les project managers, avec les project owners, les data analysts, qui eux-mêmes, après, sont en contact aussi avec tous les stakeholders dans l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de contacts avec beaucoup de métiers différents, et tout le monde communique ensemble tout le temps sans qu'il y ait besoin toujours d'avoir des points réguliers. Il y a des fois des points de synchronisation parce qu'on en a besoin. Mais il y a vraiment une communication non-stop, sachant que tout le monde a au moins une base du métier, tout le monde comprend le début du métier. Donc, il n'y a jamais vraiment de gros problèmes à se dire « Ah zut, je ne comprends pas et je ne sais pas à qui demander » ou « C'est impossible de savoir d'avoir cette réponse sans… » Il y aura toujours quelqu'un qui pourra répondre et qui pourra donner une réponse. Et je vais rajouter un autre point, c'est qu'il y a aussi, d'un point de vue, par exemple, infra, eux, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir toute la totalité de la connaissance métier. Ils ont besoin de savoir que, par exemple, dans telle base de données, sur tel système de fichiers, il y a des données qui sont critiques, donc il faut les protéger, il faut les redonder, il faut faire… Mais ils n'ont pas forcément besoin de savoir que ces données sont des données cliniques particulières et tout ça. Donc, d'un point de vue technique, il y a plusieurs niveaux, il reste à y avoir plusieurs niveaux et c'est… D'accord. En tout cas, merci Erwan d'avoir fait le déplacement déjà pour être venu nous parler. Merci, chers auditeurs qui aviez suivi en tout cas ce podcast-là avec intérêt. On vous retrouve dans les prochains épisodes. En attendant, si vous avez des questions, des commentaires ou des sujets que vous vouliez qu'on aborde dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et nous, on vous dit tchuss.